Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. En cette nouvelle année, nous souhaitons à tous nos auditrices et à tous nos auditeurs, ainsi qu'à l'ensemble des peuples du monde, nos vœux de santé, de paix et de bonheur. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à une question unique, celle du blocus azerbaïdjanais de la République d'Artsakh, plus connu médiatiquement sous le nom de Haut-Karabakh, et ses enjeux géostratégiques. Depuis le 12 décembre, le corridor de Latchine, la seule route reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie, est bloqué, rendant impossible l'approvisionnement des 120 000 habitants de cette région. Officiellement, ce blocage serait le fait de militants écologistes azerbaïdjanais s'opposant à une exploitation minière accusée de menacer le site naturel régional. Dans les faits, nous sommes en présence d'une nouvelle remise en cause par l'Azerbaïdjan du traité de cessez-le-feu du 10 novembre 2020. Ce n'est en effet pas la première fois que ce cessez-le-feu est violé. En mai 2021, puis en septembre 2022, l'Azerbaïdjan a repris son offensive militaire et violé le cessez-le-feu. Depuis septembre 2022, l'armée azerbaïdjanaise a ainsi pris le contrôle de plusieurs secteurs frontaliers en violation du cessez-le-feu de 2020. Nous avions déjà des ingérences et guerres justifiées par la pseudo-défense des droits de l'homme ou la défense d'une minorité opprimée ou encore la lutte contre le terrorisme. Nous avons désormais l'argument écologique qui s'ajoute à la légitimation d'une agression. Comprendre ce conflit nécessite de le réinscrire dans l'ensemble de ses contextes historiques, économiques, géopolitiques. Sur le ton long, la création de l'URSS en 1922 vient mettre fin aux ambitions du pan-turquisme d'unifier en un seul État-nation toutes les populations ayant une langue turcique. Au sein de l'Union soviétique coexistent alors une République socialiste soviétique d'Arménie, une République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan et un oblast ou région autonome du Haut-Karabakh, peuplée à 94% d'Arméniens, mais dépendant juridiquement de la République d'Azerbaïdjan. Dans le contexte de la perestroïka, le gouvernement de l'Azerbaïdjan décide unilatéralement la suppression de l'autonomie de la région, suscitant en retour la proclamation d'une république soviétique à part entière, puis une demande de rattachement à l'Arménie. Le référendum d'autodétermination du 10 décembre 1991 se solde par une majorité écrasante en faveur de la création d'une république de l'Artsakh, non arménien de la région. Celle-ci est proclamée le 6 janvier 1992 et suscite une offensive militaire azerbaïdjanaise. La guerre durera plus de 2 ans, qui ne prendra fin que par le cessez-le-feu signé le 12 mai 1994. Dès cette première guerre et jusqu'à aujourd'hui, l'offensive militaire azerbaïdjanaise est accompagnée d'une offensive idéologique articulant des dimensions de chauvinisme et de suprématisme pan-turc et un racisme arménophobe. C'est ce racisme arménophobe qui n'est pas sans rappeler certains aspects du pan-turquisme du XIXe siècle ayant conduit au génocide de 1915 que tentent d'instrumentaliser la droite et l'extrême droite européenne. On ne compte ainsi plus les articles et prises de position présentant la situation comme une guerre de religion opposant l'Arménie chrétienne à l'envahisseur musulman. Cette réduction du conflit à une guerre de religion permet de masquer les stratégies impérialistes dans la région. Avec la chute de l'URSS et le changement du rapport de force mondial, le projet pan-turquiste réapparaît, faisant de l'Arménie un obstacle à éliminer. L'Arménie prive en effet la Turquie d'une frontière terrestre avec l'Azerbaïdjan. La frontière entre les alliés que sont la Turquie et l'Azerbaïdjan se réduit ainsi à 9 km à l'extrême est du pays, contraignant ces deux pays à contourner l'Arménie par la Géorgie pour leurs échanges. L'Arménie prive également la Turquie d'un corridor la reliant à l'organisation des États turciques comportant outre la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Elle est enfin un obstacle pour un contact direct avec les populations de langue turcique de la région autonome du Xinjiang en Chine populaire. Le fait que la Turquie soit membre de l'OTAN conduit à une convergence d'intérêts entre le projet pan-turc d'une part et les stratégies occidentales d'encerclement de la Russie et de la Chine d'autre part. Bien sûr, comme dans toute alliance de ce type, chacun des alliés poursuit ses propres buts, pouvant se traduire par des positions différentes sur certaines questions, comme ce fut le cas par exemple sur la question des sanctions contre la Russie à propos de la guerre en Ukraine. Ces divergences sur certaines questions ne remettent cependant pas en cause l'alliance stratégique basée sur une convergence d'intérêts forte.
Sur le temps court, la décennie 90 se caractérise par une stratégie occidentale offensive visant à briser l'alliance entre la Russie et l'Arménie, conformément à sa stratégie d'isolement de la Russie. Le gouvernement libéral de Levon Ter-Petrosyan, qui est au pouvoir de 91 à 98, est ouvertement pro-occidental et considère que le conflit de l'Artsakh est une question intérieure à l'Azerbaïdjan. Cette stratégie occidentale est néanmoins stoppée par la destitution de Levon Ter-Petrosyan en 98. Cette destitution est le résultat de deux facteurs. Le premier facteur est constitué par des manifestations populaires contestant les résultats des élections de 96 qui ne prennent fin qu'avec l'intervention de l'armée dans les rues d'Erevan. Sur le fond de cette crise de légitimité, les partisans de l'autodétermination du Haut-Karabakh au sein du gouvernement contraignent le président à la démission en février 1998. Le nouveau président de la République, Robert Kocharian, qui est à la tête de l'État jusqu'en 2008, de même que son successeur de 2008 à 2018, Serge Sarkissian, se rapproche de la Russie et considère que l'alliance stratégique avec cette dernière est la seule à même de garantir la sécurité de l'Arménie face aux prétentions azerbaïdjanaises soutenues par la Turquie. C'est dans ce contexte que survient la révolution de velours de 2018. La colère populaire contre les effets du libéralisme économique est instrumentalisée pour porter au pouvoir Nikol Pachinian. On trouve bien sûr à la manœuvre, comme dans de nombreux autres conflits, la fondation Soros nommée Open Society. Depuis, cette fondation n'a cessé de développer son influence en Arménie pour peser sur l'opinion dans le sens d'une rupture de l'alliance entre la Russie et l'Arménie. Le journaliste du Courrier international, Aïda Engohan, titre ainsi un de ses articles du 20 octobre 2020. Je cite « Au Karabakh, l'argent de Soros se dresse entre l'Arménie et la Russie ». Fin de citation. Depuis 2018, le Premier ministre Nikol Pachinian ne cesse de donner des gages aux puissances occidentales et à l'OTAN de sa volonté de prendre ses distances avec Moscou. Pendant que se réalisait cette mutation de velours, l'Azerbaïdjan développait ses forces militaires avec le soutien de la Turquie, de l'OTAN et d'Israël. Le soft power en Arménie s'articulait ainsi au hard power en Azerbaïdjan. Rappelons que la Turquie impose un blocus total à l'Arménie depuis 1993. Rappelons également l'alliance entre Israël et l'Azerbaïdjan contre l'Iran. Le journal en ligne Orient 21 résume comme suit cette alliance en novembre 2022. Je cite « Israël et l'Azerbaïdjan sont liés depuis le début des années 2000 par un partenariat stratégique. L'Azerbaïdjan est considéré comme une arrière-cour israélienne contre l'Iran. Tel Aviv, qui ne reconnaît pas le génocide de 1915, importe un tiers de sa consommation du pétrole de Bakou et lui vend notamment des drones Harop qui ont fait la différence en 2020. Israël est de fait le plus grand fournisseur d'armes de l'Azerbaïdjan. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, environ 60% des importations de défense de l'Azerbaïdjan sur la période 2015-2019 provenaient de l'État hébreu, tandis qu'en 2020, ce volume est passé à près de 70%. Fin de citation. La guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan porte ainsi non seulement l'enjeu de l'isolement de la Russie, mais également celui de l'encerclement de l'Iran. Le désaccord sur le tracé du dit corridor de Zangezur en témoigne. Ce corridor, prévu dans les accords de cessez-le-feu de 2020, doit relier la zone de Nakhichevan, sous juridiction azerbaïdjanaise, au reste de l'Azerbaïdjan. Un double désaccord est rapidement apparu à propos de ce corridor, sur le tracé d'une part et sur le statut juridique d'autre part. Bakou exige en effet un tracé qui longerait la majeure partie de la frontière sud de l'Arménie, ce que celle-ci refuse catégoriquement. Un tel tracé ferait perdre à l'Arménie le contrôle de cette frontière qu'elle partage avec l'Iran. Téhéran s'oppose également à un tel tracé qui lui couperait sa connexion avec l'Arménie, mais aussi plus largement avec le Caucase et l'Europe. Plus grave, l'Iran serait, avec un tel tracé, quasi encerclé par les deux alliés que sont l'Azerbaïdjan et la Turquie, tous deux alliés d'Israël et tous deux parties intégrantes de la stratégie de l'OTAN, l'un comme membre et l'autre comme partenaire stratégique. Le désaccord porte également sur le statut juridique du corridor. Bakou exige en effet que ses ressortissants puissent traverser le territoire arménien sans être soumis aux douanes arméniennes, ce qui est perçu par l'Arménie comme une violation de sa souveraineté nationale. Rappelons que l'accord de 2020 ne mentionne aucun corridor azerbaïdjanais souverain. Il prévoit en revanche la mise en place d'une voie de communication ouverte aux biens et aux marchandises. À ces contextes historiques et géopolitiques, il faut bien entendu ajouter le contexte économique avec l'enjeu du pétrole et du gaz azerbaïdjanais et plus largement de la mer Caspienne. Le pays dispose en effet des 20e réserves mondiales prouvées de pétrole et des 25e réserves prouvées de gaz
et dispose d'un potentiel offshore substantiel non encore exploré. Dans le contexte d'une Union européenne cherchant à diversifier ses approvisionnements pour moins dépendre du gaz russe, et dans le contexte de la guerre en Ukraine, ces chiffres ne sont pas négligeables. Ainsi, entre décembre 2020 et mars 2022, ce sont 10 milliards de mètres cubes de gaz qui ont été exportés vers l'Europe. En juillet 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se déplaçait à Bakou et annonçait un nouvel accord visant à doubler les importations de gaz azerbaïdjanais. L'approvisionnement en gaz azerbaïdjanais explique la position compréhensive de l'Union européenne vis-à-vis de Bakou. Ce sont l'ensemble de ces contextes qu'il faut prendre en compte pour saisir les raisons du retour des dangers de guerre dans la région au moment où la guerre en Ukraine accapare l'essentiel de l'armée russe. La Russie est en effet un allié de longue date de l'Arménie, avec qui elle est liée depuis 1992 par l'organisation du traité de sécurité collective regroupant la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan. Ce traité prévoit la possibilité d'une intervention militaire commune dans le cas d'agression militaire contre un de ses membres. La Russie est en outre la garante officielle des accords de cessez-le-feu de 2020. Elle est mandatée par ces accords pour constituer une force d'interposition au Haut-Karabakh. Le contexte de la guerre en Ukraine rend difficile pour la Russie de remplir ses engagements. C'est cette place particulière de la Russie dans la région que tentent de remettre en cause plusieurs acteurs internationaux à la faveur de la guerre en Ukraine. C'est ce qui explique la visite récente de Nancy Pelosi, porte-parole de la Chambre des représentants en Arménie, au cours de laquelle elle dénonça, je cite, « les attaques meurtrières et illégales de l'Azerbaïdjan ». Fin de citation. C'est également ce qui explique les récentes déclarations d'Emmanuel Macron sur ce conflit, dans lequel il affirme soutenir le peuple arménien, condamner l'intervention azerbaïdjanaise et dénoncer la duplicité de la Russie. L'OTAN se présente ainsi comme candidate au remplacement de la Russie comme puissance médiatrice dans ce conflit, tout en continuant par ailleurs à armer l'Azerbaïdjan par des armes israéliennes et turques. Si l'Arménie cédait à ces sirènes, elle serait à terme contrainte par réalisme de céder aux revendications azerbaïdjanaises. Le peuple arménien serait le grand perdant de ce réalisme. La Russie en sortirait plus isolée et encerclée, l'Iran plus encerclé, Israël, la Turquie et l'OTAN renforcés. Loin d'être une guerre de religion comme le caractérisent de trop nombreux articles de grands médias, le retour de la guerre dans la région reflète les contradictions meurtrières de la lutte pour le partage du monde entre les grandes puissances. Ce que propose l'Occident à l'Arménie n'est rien d'autre qu'un baiser de la mort. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.